Bonjour à tous. Donc, Joël Nicolas, président de SIO Conseil et Formation. Donc, mon organisme est basé à Châtillon, 92 320, donc au sud de Paris, avec deux principales activités. Première activité, nous sommes prestataires concourant au développement des compétences, donc la formation professionnelle dans le domaine de la santé et sécurité au travail, avec une dominante au niveau de la formation amiante et plomb. Nous avons une deuxième activité au niveau des éditeurs, concepteurs e-learning, donc qui n'est pas de la formation professionnelle. C'est là qu'on intervient en complément pour produire des contenus, des supports multimodaux. Donc, SIO Conseil et Formation, avec son activité digitale, c'est environ 1,5 million de chiffre d'affaires, dont 1,2 million en formation professionnelle. Très bien, parfait. Et Calliope depuis le mois d'octobre 2019. Et alors, précédemment, vous étiez au PQF, je crois. J'étais au PQF, donc c'est tout naturellement que j'ai continué avec l'OPQF. Et pourquoi avoir demandé Calliope aussi rapidement? Tout simplement, j'avais une échéance au mois de novembre pour mon certificat SNEFOP et j'ai pris le pari de tenter directement le Calliope plutôt qu'un renouvellement SNEFOP. Donc, bravo pour le pari gagné alors. Voilà. Très bien. Alexandre. Oui, Christophe. Alors, Qualis Formation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je dirige Qualis Formation qui existe depuis 2004. Nous sommes un organisme de formation niche, c'est-à-dire qu'on travaille que pour un secteur d'activité, mais un secteur assez large qui est celui de la finance, donc le monde de la banque, de l'assurance, des mutuelles, des caisses de retraite, de la protection sociale et autres intermédiaires financiers. Donc, pour accompagner nos clients dans des montées en compétences d'ordre commercial, comportemental, mais aussi des montées en compétences techniques, réglementaires, et on a beaucoup de sujets réglementaires dans notre secteur d'activité, évidemment, et puis également des formations d'accompagnement au management, à la transformation. Donc, on va même jusqu'à faire du conseil et de la refonte d'offres de formation. Donc pour cela, on a une structure d'environ 5 personnes, je dis environ parce que ça peut fluctuer en permanent, et 80-90 consultantes et consultants externes, chacun spécialisé, chacun expérimenté dans son domaine et dans son sujet, parce que c'est ce que nos clients viennent chercher chez Qualis Formation. C'est de l'expérience terrain, c'est de la connaissance métier, c'est de l'expertise dans la relation client et bien sûr de la qualité. Nous sommes, je devance un peu ta question, Christophe, mais nous sommes qualifiés au PQF depuis 2011 et Calliope depuis janvier 2019. 2020. Ça aurait été un scoop. Je pense que ça aurait été un peu compliqué. Là. On développera tout à l'heure, en effet, le cheminement de cette volonté d'entretenir la qualité, qui est un point remarquable chez nous, comme chez beaucoup d'autres, évidemment, mais ce n'est pas un vain mot, c'est une réalité, une vraie volonté affichée. Très bien, très bien. Dans les 80 intervenants, ça se répartit principalement avec des indépendants ou c'est quoi les statuts que vous avez Surtout des indépendants. Voilà, et c'est réparti sur le secteur de l'assurance ou le secteur de la banque qui sont nos terrains de jeu favoris. Donc, bon, très bien. Pour une fois qu'on peut jouer avec les finances, c'est bien. Absolument. Bravo. L'égalité. Ok. Bon, alors, on va rappeler le contexte de la certification Calliope. Au départ, c'était la certification nationale unique, il n'y avait pas de nom. Depuis quelque temps, en fait, le ministère du Travail a mis en place cette marque qui s'appelle Calliope. Donc, en fait, Calliope est une obligation pour toutes les entreprises de formation, les organismes de formation, d'être certifiés avant le 1er janvier 2021, puisque lorsque vous avez en fait des fonds qui proviennent ou d'OPCO, ou de l'État, ou de région, ou de la Caisse des dépôts et consignations à travers le CPF, ou voire Pôle emploi ou la GFIP, à partir du moment où vous avez l'un des cas de financement tels que je viens de vous les citer, vous êtes dans l'obligation de pouvoir justifier de la certification Calliope de manière à pouvoir continuer à bénéficier des fonds. Jusqu'au 1er janvier 2021. Il n'y a pas l'obligation d'être Calliope. Par contre, vous devez être ou Datadoc ou avoir une qualification comme l'OPQF, comme la plupart des gens qui sont derrière la caméra ont à l'heure actuelle. Voilà.
Un petit rappel au niveau de Calliope, c'est 7 critères. Vous avez 32 indicateurs au maximum en fonction en fait, des domaines d'activité, sachant qu'il y a un certain nombre il y a 4 activités. Il y a la formation professionnelle, il y a le bilan de compétences, la VAE et le dernier, l'apprentissage. Voilà. L'apprentissage ayant en fait 10 indicateurs spécifiques liés à l'apprentissage et aux formations certifiantes. Donc, les formations certifiantes ne sont pas obligatoirement liées aux critères de la formation professionnelle. Il y a des indicateurs qui sont spécifiques pour ces points-là. Vous avez en fait sur le côté un certain nombre de liens qui permettent en fait de pouvoir visualiser et télécharger en fait les différents décrets ainsi que le guide de lecture du référentiel qui est en fait un élément, je pense, très intéressant. Peut-être que vous en parlerez tout à l'heure. Mais je vous incite effectivement à télécharger ce guide de lecture qui se trouve sur le site du ministère du Travail et qui fait que vous avez en fait un certain nombre d'exemples qui sont pris, mais ce sont des exemples, ce ne sont pas des listes exhaustives, mais par contre, en fait, ça peut permettre de vous aider dans votre processus de certification. Ensuite, je pense que, alors, par rapport à Calliope, il y a un certain nombre de critères qui déterminent le temps d'audit qui va se mettre en œuvre pour la visite de l'auditeur. Vous avez en fait des critères qui sont le chiffre d'affaires, le nombre de catégories telles que je viens de vous les citer en termes d'action, ainsi que le nombre de sites supplémentaires. Un petit rappel au niveau des sites. Pour qu'on soit identifié comme un site, déjà, c'est en fait au-delà du siège social, puisque le siège social n'est pas un site. Le siège social en lui-même est audité par définition. Et puis après, vous avez en fait des sites supplémentaires. Pour qu'il y ait un site supplémentaire, il faut que vous fassiez de la formation avec des permanents qui sont présents en fait sur ce site. Si vous faites des formations régulières, mais avec des non-présences en fait de permanents, par exemple dans un hôtel ou sur une salle que vous pouvez louer ponctuellement, ça n'est pas c'est pas la définition du site. Et puis l'autre point, je vous en ai parlé par rapport à l'OPQF, lorsque vous êtes déjà avec une qualification POQF ou éventuellement une qualification, une certification qui correspond à la liste du CNEFOP, comme le disait tout à l'heure Joël, vous avez droit à un audit allégé et on a plutôt, je dirais, sélectionné les personnes l'on a invitées au webinaire qui étaient en fait principalement en fait, de nos clients OPQF, puisqu'on a environ un peu plus de 1000 organismes de formation certifiés OPQF. Alors, comment vous avez pu, au départ, choisir l'ISQ? Quels sont les critères que vous avez sélectionnés? On va commencer par Joël. Alors, les différents critères pour choisir son organisme certificateur. Donc, pour moi, naturellement, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, étant SNEFOPé par l'OPQF, ce que je recherchais, c'était un certificateur connaissant la formation professionnelle. Vous verrez, dans le panel des organismes certificateurs, il y en a qui ne sont pas issus du monde de la formation. Je pense que pour nous, pour SCIO, c'était important de travailler avec des gens du métier, de la profession. Ce qui est important, alors un peu moins pour moi qui suis passé l'an dernier en fin d'année, je pense que ce qui va être important, c'est de choisir un certificateur également en fonction de sa taille et est-ce qu'il couvre le territoire géographique? A-t-il un nombre assez important d'auditeurs? Parce qu'on va s'apercevoir qu'il risque d'avoir encombrement au second semestre. On parle de 43 000 OF aujourd'hui qui ont un numéro Datadoc. Ça va être très dur en 6 mois de passer 40 000 OF s'il y en a 3 000 qui sont Calliope aujourd'hui, j'en suis pas sûr. Voilà, donc pour moi, ça, c'était un deuxième critère, de savoir que quelqu'un avec la disponibilité, etc., parce qu'un certificateur, si tout part de Paris et que vous êtes en province, les frais d'audit seront plus importants, etc. Donc, moi, connaissance de la formation professionnelle et un rapport qualité-coût qui me semblait intéressant avec l'OPQF. Oui, tout à fait. Voilà.
Alors, Alexandre. Dans le prolongement de ce que tu dis, Joël, pour moi, les deux critères qui m'ont semblé essentiels, je m'appuie sur ce que tu viens de dire, sont complémentairement la compétence et la confiance. Donc, moi, j'avais besoin d'un certificateur compétent dans son domaine, ce qui rejoint ce que tu disais. Alors, compétent, je peux développer sur la manière de mener un audit, pour avoir observé justement les acteurs de l'ISQ. J'étais déjà en confiance sur la maîtrise et la maîtrise de la démarche, même si la démarche est nouvelle, puisque Calliope, une certification émergente, est très récente. Les compétences intrinsèques à l'ISQ sont déjà avérées. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a à peu près 1000 OF qualifiés au PQF. Donc, il y a une antériorité déjà à l'ISQ qui est bonne. Donc, ce critère de compétence, il est pour moi important, puisqu'il traduit une démarche maîtrisée, structurée, objective et bien sûr professionnelle. Ce sont les éléments que j'ai voulu afficher ici. Le deuxième critère pour moi, c'est la confiance. Donc, tu le sais comme moi, Joël, on ouvre nos livres, c'est presque une opération à cœur ouvert. De mener un audit, on livre beaucoup d'éléments, on livre beaucoup d'informations sur nous-mêmes. Donc, il y a aussi une telle confiance nécessaire pour pouvoir se prêter en toute confiance et de façon très transparente et en restant bien sûr naturel, ce qui est important aussi pour moi dans ce type de démarche. Donc voilà les motivations en quelques mots. Alors effectivement, pour répondre, ou tout du moins pour faire écho à ce que tu viens de dire, Alexandre, au niveau de l'ISQ, notre ADN vraiment c'est la formation, puisque depuis 1994, nous avons mis en place la qualification au PQF, et cette qualification a été voulue avec un accord entre la FFP, le ministère du Travail et les parties prenantes, à la fois des clients et à la fois en fait à ce moment-là c'était des OPCO, enfin c'était même pas des OPCO, je ne sais plus comment ça s'appelait. Avant même les OPCA, sont présentes en fait étaient présentes à l'origine de cette création-là. Et donc en fait notre ADN c'est pas la qualité, c'est la formation. Et c'est permettre de mettre en avant la qualité de la formation. Mais on est vraiment sur un ADN qui est très profondément ancré par rapport aux entreprises de formation. Donc c'est vrai que je ressens bien ce type de choses. Moi-même, d'ailleurs, je suis un ancien directeur d'organisme de formation pendant 25 ans, donc bon, j'ai eu d'autres évolutions, donc je suis effectivement, et il y a beaucoup de gens de l'ISQ qui sont dans la même situation que moi. Voilà. Alors, votre préparation, la préparation de l'audit, quand vous avez commencé à vous mettre dans cette démarche-là, comment ça s'est passé, Joël ? Alors, dans un premier temps, avec la parution du décret qualité le 6 juin, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, Christophe, c'est dire dans un premier temps la compréhension des exigences, donc à partir du référentiel national, ça a été le premier travail. Et après, ça a été un travail collaboratif avec mes équipes, avec le responsable pédagogique pour certains critères, avec mon équipe administrative pour d'autres critères. C'est un travail collaboratif. Par contre, il ne faut pas oublier, c'est vrai que peut-être dans un premier temps, j'avais oublié de nommer un pilote. J'avais cru qu'on allait faire un travail collaboratif. Je pense qu'il est très important d'avoir un pilote sur le projet dès le départ pour bien dispatcher et se faire des états des lieux réguliers sur l'avancement et sur les questions qu'on peut se poser à travers les différents indicateurs. Comment tu as choisi ton pilote ? Les qualités qui peuvent être importantes ? Alors, dans nos métiers, on a des chefs de projet dans certains. Donc, moi, tout naturellement, ça s'est porté sur mon chef de projet que j'ai dans ma partie pédagogique, justement pour les métiers de demain, etc., notamment au niveau des supports multimodaux. Et c'est tout naturellement que ça a été la reconnaissance que ce soit lui qui porte ce projet-là. Et ça a été un temps qu'il a consacré important. Tu as eu une évaluation peut-être à ce niveau-là ? Alors, au niveau du temps, ce qu'on s'est aperçu, nous étions en SNEFOP, on s'est aperçu quand même que par rapport au processus, qu'il nous manquait de la traçabilité. Oui. Et je pense qu'en échangeant avec plusieurs responsables de centres de formation, c'est un peu c'est un peu la lacune que nous avons. Il y a beaucoup de choses où il nous manque de la traçabilité quand même. Donc ça s'est traduit par l'écriture de process
c'est traduit comment, en fait, pour répondre à ça? Alors, c'est-à-dire, comme on le voit à travers les indicateurs, nous devons apporter des preuves. Et aujourd'hui, la traçabilité n'était pas systématique sur chaque dossier pour les écarts. Et c'est de mettre en place des process simples de ce que nous faisions, mais avec un peu plus de traçabilité, tout simplement. D'accord. Parfait, parfait. Et toi, Alexandre, alors? Alors, nous, c'était l'année 2019 a été une belle aventure, puisqu'en 2019, pour nous, ça a été l'année des renouvellements et des explorations. Alors, je m'explique, puisqu'en fait, on a eu notre renouvellement au PQF, donc de la qualification au PQF en juillet 2019. Suite à quoi on a souhaité et on a participé, on a contribué en tant que pilote à l'obtention de la certification Certiform Pro by OPQF, donc nouveau label de certification. Alors, oui, ça c'est un point important. On n'a pas encore précisé, mais c'est un élément complémentaire en fait à Calliope. Ouais. Alors, et on peut dire deux mots, oui, bien sûr. D'emblée, on peut dire pourquoi c'est complémentaire. Calliope, c'est une certification nationale, mais qui certifie un organisme de formation sur l'ensemble de son process qualité, alors qu'une certification type ISO, comme Certiform Pro by OPQF, j'ai un peu du mal à le dire, Certiform Pro by OPQF. Donc, c'est un nouveau label certifiant et non plus qualifiant que l'ISQ propose et qui est basé sur... Là, il faudrait qu'on demande à votre directrice qualité la norme X067 à Farida. Elle saurait nous dire laquelle. Je crois que c'est la 17065 également, je pense. Alors, c'est peut-être celle-ci. C'est l'ISO, la 17065. Donc, c'est la norme ISO de ce référentiel. Donc, si je reprends, on a prolongé notre qualification, on a renouvelé notre qualification en juillet. On s'est prêté à l'exercice de la certification Certiform Pro by OPQF en septembre. Dans cette lancée, on s'est dit, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, on a poursuivi cet effort et cet exercice pour demander et prétendre à la certification Calliope. Donc, en termes de préparation, on est monté crescendo. Je dois dire que comme Calliope, on travaille sur l'ensemble de l'OF. C'est pas tout à fait le même exercice, même si c'est une certification, comme Certiform Pro by OPQF. Dans les deux cas, on est sur une certification, donc ça veut dire que on doit, comme tu disais, Joël, porter des preuves. Et donc, le fait d'apporter des éléments probants, c'est un travail de préparation qui est un peu différent, qui nécessite justement un vrai travail préparatoire, un vrai travail de réflexion et de recherche et de préparation des éléments. Et effectivement, comme tu disais, le point d'attention, et on le redira peut-être dans les conclusions, c'est la traçabilité, c'est le formalisme. Nous sommes tous les deux des patrons d'organismes de formation, réactifs, en proximité de nos clients, très versés sur la qualité. Donc, dès que quelque chose ne se passe pas comme prévu, n'est pas nominal, on va de suite le rectifier, on va de suite apporter les mesures correctives. Mais on ne pensera pas immédiatement à le tracer et à marquer ces événements et à les ancrer dans nos processus de façon visible. Donc, on va le faire naturellement, mais on ne va pas forcément le formaliser. Et ça, voilà, si on peut déjà passer au rang des conseils et du retour d'expérience, je pense que le point fort, il est celui-là, penser à tracer, parce que tous ces labels de qualification et de certification sont avant tout des éléments de progression. Donc, c'est vraiment des éléments de progrès pour nous, pour les organismes de formation et acteurs de la formation. Et pour porter cet effort de plan d'amélioration continue, il faut tracer les choses et réfléchir aux impacts. Et réfléchir aux impacts, par exemple, d'une distorsion sur nos processus internes. Et qu'est-ce que ça peut nous apporter finalement? On amène un correctif, mais en quoi ça va impacter nos process internes et en quoi on va modifier notre façon de faire. Et ça c'est le vrai sens du progrès pour moi. Donc voilà en termes je mélange à la fois la préparation et la conséquence, mais dans cette préparation, on a marqué un intérêt et une attention particulière sur ces éléments préparatoires. Donc autant dire que le plan d'audit qui est proposé, autant dans les deux cas que j'ai connus, mais aussi en particulier pour Calliope, puisqu'on parle de Calliope cet après-midi, ce plan d'audit qui est partagé préalablement, prenez vraiment soin de le lire attentivement, de bien regarder quels sont les critères qui vont être analysés, parce que finalement, tout est écrit, tout est annoncé. Après, il n'y a plus qu'à.
D'accord, d'accord. Donc, je sais qui c'est que je vais pouvoir demander en termes de témoignage pour le prochain webinaire qui portera sur Certiform Pro. Hein? Là, Ok, très bien. je Parfait. juge. Ok, très bien. Alors, peut-être tu voulais dire quelque chose en complément, non? Alors, juste en Oui. complément sur la traçabilité, donc là, on arrive par rapport au référentiel sur le critère 7. Vous verrez, vous aurez 3 indicateurs importants sur tout ce qui est traçabilité, amélioration continue. C'est vrai que quand on est très proche de nos clients, on a tendance à le faire verbalement et à régler, alors que là, on nous demande plus de traçabilité. Voilà. D'accord, ok. Et c'est des éléments de preuve qu'on va Et pouvoir présenter ce au sont des niveau éléments de de… preuve qu'on va vous demander. Parfait, très Et bien. en complément également d'Alexandre par rapport à ce qu'on vient de voir, et la plupart des gens, si vous êtes déjà référencés, c'est vrai que vous serez ce qu'on appelle un audit allégé. Donc, au lieu Pour les gens d'avoir… au PQF, hein, tous ne le Tous sont le pas, tous n'ont pas le mais régime ceux qui ADG. ont… voilà. Oui. Ceux qui La ont, plupart. vous serez en audit allégé, donc bien se préparer notamment sur les 9 indicateurs pour l'audit initial. Attention quand même, qu'en audit de suivi, il faudra passer sur les totalités des indicateurs. C'est simplement valable pour votre préparation de vous préparer en audit allégé pour les 9 indicateurs minimum. Peut-être, si vous avez des cursus qualifiants, vous en aurez 2 autres complémentaires et voir si vous faites de la FEST également, un 3e complémentaire. Donc, ça va être compris entre 9 et 13 pour les gens qui ont déjà un dispositif SNEFOP. Et ceux qui sont qui veulent faire de l'apprentissage, là, c'est les 32. Hein. Là, il y a… D'ailleurs, vous avez en fait Calliope sur quel domaine d'activité? La formation. Que la formation. D'accord. Okay. C'est même Pas périmètre, de bilan de compétences, pas de bilan. VAE et pas d'apprentissage. D'accord, ok. Très bien. Parfait. Comment avez-vous validé le critère 7 avec la traçabilité quand les usages étaient la voie orale pour l'amélioration? Ah, ça, c'est une bonne question, ça. Tu as le critère 7 avec toi. Alors, je ne suis pas un spécialiste, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Pour moi, le critère 7, c'est justifier de vos résultats de mémoire. Alors, c'est quand je suis dans du cursus qualifiant, d'accord, c'est l'indicateur 3, et vous devez justifier de vos taux de réussite, etc. Ben là, ça va partir, si vous avez un cursus qualifiant, les critères, c'est vos taux de réussite aux examens finaux, la satisfaction de vos stagiaires sur cet indicateur-là. Si vous n'arrivez pas à prouver sur vos 12 derniers mois ou sur vos 3 derniers mois, ben vous faites un sondage et un retour. Mais idem, ce sera à vous d'apporter la preuve, même si c'est sur un petit périmètre. Vous pouvez dire que vous avez contacté 50% de vos stagiaires dans telle et telle catégorie pour répondre à ce point-là. Mais il faudra un peu de traçabilité. On peut le dire ou on va l'écrire? Voilà. Surtout, il faut l'écrire. L'oral ne sera pas suffisant. C'est un manque de preuve, c'est un écart mineur. Voilà, ouais. Dès qu'il y a un manque de preuves, c'est un écart mineur. Absolument. Tout à fait. Et donc, au bout de 5 ça passe en écarts majeur. mineurs, ça devient un majeur. Ça devient un majeur. Donc, à ce moment-là, il faut corriger l'intégralité des mineurs au terme avant les 2 mois qui suivent en fait le mail que vous allez recevoir en cas d'écart. En fait, on annonce un plan d'action dans les 2 mois pour une mise en œuvre qui sera suivie dans l'audit de suivi. Même pour les écarts, pour les 5? Non, je parle pour les mineurs. Oui, c'est ça. Pour les mineurs unitaires. Unitaires, voilà, les mineurs unitaires. Là, tu parlais des 5. Quand il y en a 5 qui devient un écart majeur. Qui deviennent un écart majeur. Non-conformité majeure. Non-conformité majeure. Donc là, pour le presque, on doit lever au minimum 1 ou 2, prenons pas de risque, on lève 2 mineurs pour rebasculer dans les 2 mois. Qui suivent le mail de signification, comme quoi il y a en fait des non-conformités. Voilà, ok, parfait. Alors, là, c'est une question qui revient souvent. C'est comment ça se passe au niveau de la relation avec l'auditeur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de questions qui se posent. Et comment vous avez pu, au moment en fait, où l'auditeur est arrivé, vous avez mis en place la relation. Voilà. Comment ça s'est passé, Alexandre? Alors, il est vrai que la question se pose le matin même de l'audit. Soi-même, on s'interroge comment ça va se passer. On a eu beau préparer, avoir pris connaissance du plan d'audit. Arrive l'auditeur ou l'auditrice et là, les choses commencent. En fait, moi, je dirais juste rester soi-même. C'est aussi simple.
et établir tout de suite un climat de travail constructif, même si le terme audit peut faire peur. Alors, il se trouve que moi, j'ai un passé d'auditeur, mais dans d'autres métiers, dans les métiers techniques de la banque. Donc, c'est vrai que la connotation audit, pour moi, elle revêt une certaine dimension que j'ai vue de l'intérieur. Donc, j'ai envie de dire, pas prendre peur, il n'y a pas de crainte à avoir à partir du moment où on reste, une fois de plus, soi-même, c'est-à-dire qu'on va tout simplement partager ce que l'on fait et comment on le fait. Donc, on ne va pas s'inventer ou se réinventer le jour de l'audit. Joël, tu es d'accord avec moi là-dessus peut-être? On est soi-même, on montre ce que l'on sait faire et comment on le fait. On va prendre conscience de certains points forts, évidemment. On va prendre conscience peut-être de certaines lacunes ou certains points d'amélioration. Et on va rentrer dans l'échange et surtout jouer la transparence. Ça, pour moi, c'est quelque chose… indispensable. C'est indispensable. L'auditeur, il est juste là pour observer des éléments factuels. Il n'est pas là pour juger. Et après, j'ai trouvé que dans la méthode qui a été apportée, qui a été déployée par l'auditrice qui est venue chez nous, c'était une méthode très ouverte. C'est-à-dire qu'elle a pris soin à chaque fois d'annoncer l'objectif de sa démarche, point par point, en disant voilà ce que je vais rechercher, voilà ce que je vais chercher à observer au travers de cette question. Et on rentrait dans le sujet à ce moment-là. Donc j'ai trouvé qu'à la fois il y avait de la transparence, de l'ouverture, de la bienveillance, c'est important aussi. Et donc le climat très positif qu'on peut instaurer dès le départ va favoriser ce climat de bienveillance. Et donc après les choses se passent naturellement très bien. J'ai apprécié le point à chaud en fin de journée, parce que nous, on a eu un audit sur un jour. Et le feedback se fait le jour même, en direct, on le partage. Il est partagé avec le dirigeant. Et ça, c'est très appréciable, parce que les choses sont dites en live, elles sont dites en direct. Donc, voilà. Après, donc, l'équipe était, j'imagine comme chez toi, mobilisée sur le pont. Nous, c'était un 23 décembre. Donc autant te dire que le 23 décembre, les gens pensaient à autre chose qu'à se faire auditer. Mais bon, c'était tombé ce jour-là et c'était parfait. L'équipe, que je salue d'ailleurs, a été remarquable. Tout à fait. Les personnes qui étaient présentes lors de l'audit, oui. Quelles étaient-elles? Eh bien, j'avais 2 personnes qui étaient là, parce que les autres n'étaient pas là ce jour-là. Plus moi, évidemment. Donc, voilà. Ça fait 3 personnes et l'auditeur, ça fait 4. Oui, exactement. On n'a pas passé toute la journée tous les 4. Ça a été, alors moi, j'étais en fil rouge, évidemment, bien sûr. Présent. Mais après, chacun… Alors, les 2 autres personnes, c'était qui? Le responsable pédagogique, l'assistant commercial Voilà, le pôle commercial et organisationnel logistique. Commercial, organisationnel, logistique. Voilà. Et moi, plutôt sur la partie, évidemment, projet, développement et pédagogique. Et pédagogique, d'accord, ok, très bien. Je pense que chez toi, c'était un peu la même chose. Un peu la même chose. Alors, pour revenir sur le fameux jour J, ce qu'il faut savoir, c'est que à travers le référentiel national, vous avez le même support que l'auditeur. Donc, vous ne serez pas surpris et vous avez préparé vos preuves en amont. Et après, comme tu l'as dit, c'est clair qu'un climat d'échange, de transparence, et tout ça, on est dans la confiance et ça se passe bien. Après, une ouverture pour la journée d'audit, on présente nos activités et l'auditeur, par des questions ouvertes, essaye de vérifier les faits que vous avez exposés et à vous d'avoir les preuves, tout simplement. Et c'est vrai que le point fort de ce type d'audit, c'est qu'en fin de journée, vous avez le résultat lors d'une petite réunion de synthèse où on va vous exposer les écarts. Voilà, tout simplement. Les éventuels écarts. C'est pas au fur et à mesure, alors. Au fur et à mesure, il va recouper à un moment donné, mais normalement, c'est à la réunion de synthèse que l'auditeur vous présente les éventuels écarts, puisqu'il n'y a pas lieu d'en avoir des écarts si vous avez apporté les preuves sur les différents éléments, les différents points sur lesquels vous avez été audité. D'accord, ok, très bien. Parfait. Ok, donc on est à la moitié du temps là, 14h30. Ensuite, alors, pour synthétiser un peu ce que vous dites, ce que j'entends, c'est que faut y aller avec toute confiance à partir du moment où, par contre, en fait, la préparation était bonne, en fait. C'est surtout ça, je crois. Tout se joue dans la préparation. Une fois que les choses sont bien préparées, après, ça déroule. Exactement. Je déconseillerais à tout un chacun de se présenter sans avoir préparé et de le faire comme ça au pied levé, parce que là, ça ne passera pas. Tu avais fait un audit blanc, non?
Non, Non, j'ai pas eu besoin. tu n'as pas eu besoin. Avec l'année 2019. Et Joël, toi, tu avais fait un audit blanc ou pas? Un audit blanc, non pas avec le certificateur, mais bien sûr avec mes équipes, on avait fait une répétition, D'accord. avant une auto-évaluation par rapport au plan d'action qu'on avait mis en place une semaine avant, quand j'ai reçu mon plan d'audit de mon auditeur. Nous avons fait un audit à blanc, mais une auto-évaluation en interne. Ok, donc une semaine avant, tu as reçu en fait le plan, de façon à ce que ça te permette de pouvoir. D'accord, ok. Alors sachez que l'ISQ peut aussi faire des audits blancs avec des auditeurs certifiés pour Calliope. La seule différence, c'est que l'auditeur qui va venir faire l'audit blanc ne sera pas l'auditeur, évidemment, qui fera la certification officielle définitive. Voilà. Mais en fait, il y a la possibilité, en anticipation, notamment pour les gens qui souhaitent un peu sécuriser la démarche, il y a la possibilité de nous demander un audit blanc à travers la démarche. Une autre question, audit blanc dure juste une journée, même si l'audit doit durer 3 jours et demi. Eh bien, si l'entreprise souhaite faire un peu plus long parce qu'elle veut faire auditer un site ou 2 sites ou différentes choses, ça peut être plus long. Mais l'audit blanc, c'est principalement pour s'entraîner. Hein. Donc, ce n'est pas obligatoirement nécessaire en fait, d'avoir le même nombre de jours d'audit blanc que de l'audit réel. Mais par contre, on peut effectivement allonger, ça c'est quelque chose de possible. Alors, la direction doit-elle être présente dans l'audit blanc? À votre avis? Comme tu l'as évoqué tout à l'heure, comme ma présence est le fil rouge à un moment donné, mais c'est vrai qu'on a besoin du responsable pédagogique. Par contre, il est important pour moi que la direction mesure ce qui reste à mettre en œuvre, etc., pour allouer le temps nécessaire aux équipes pour être prêt le jour J. Et puis vis-à-vis des équipes, je pense que c'est important. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'en termes d'engagement, ces démarches qualité sont des démarches très engageantes vis-à-vis de nos équipes en interne, de nos clients en externe. Donc, si on n'était pas là, ce serait peut-être pas. C'est un mauvais signal. Ce serait pas forcément un bon signal. Voilà. Ou alors, à l'extrême, ce serait un signal d'extrême confiance en disant oui, peut-être. Je ne suis pas indispensable, pourquoi pas. Voilà. Mais je pense qu'en termes pour galvaniser d'engagement, c'est quand même préférable. De donner les moyens aux équipes, etc., le temps, voilà. Notamment des indicateurs comme l'indicateur 1 sur l'information au public, etc., où il y a peut-être des modifications de site internet, etc. à faire. Des conséquences financières. Des conséquences, etc. Donc, c'est bien d'avoir le dirigeant pas très loin pour prendre certaines… Alors, précision, pour le critère 1, le site internet peut être une réponse, mais ce n'est pas la seule réponse. On est bien d'accord. C'est un exemple. C'est un exemple. Tout à fait. Les éléments de preuve, etc. Tout le monde ne change pas leur site internet si ils ont déjà… Mais peut-être le mettre à jour quand même. Pas de publicité mensongère, etc. Donc, il y a des choses quand même, il faut être vigilant sur certains sites internet. Calliope ou non, de toute façon. Calliope ou non. Mais encore plus avec Calliope. J'en profite pour faire un petit message. J'ai vu certains sites internet de gens qui se sont inscrits. Le logo OPQF a changé. Donc en fait, le logo OPQF se trouve ici, enfin un peu sous cette forme carrée. Si vous avez l'ancien logo avec un grand O, enfin un Q, voilà, c'est plus le bon logo. Donc vous pouvez le changer, ça nous fera plaisir, mais surtout, ce sera en adéquation avec la charte graphique de l'ISQ. Les qualifiés au PQF ont leur logo le même avec un liseré jaune. Tout à fait. Et ceux qui ont un peu plus bas, là. Celui-là, et ceux qui ont le Certiform Pro by OPQF, j'en connais quelques heureux déjà, eux ont le liseré vert. Donc on a, si on prend la signature pour l'extension, aujourd'hui on a 2 logos OPQF, en plus d'avoir le Datadoc et le Calliope. Et le Certiform Pro. Oui, avec le liseré vert. Le liseré vert, absolument. OPQF, Certiform Pro et Calliope. D'accord, ok, ça fait 3. Parfait. Alors, là, on a parlé un petit peu de choses très positives par rapport à la relation qu'il y avait avec l'auditeur. Les difficultés, enfin, une ou deux principales difficultés que vous avez pu rencontrer, ça c'est un point important, et comment vous avez pu les résoudre. Alexandre. C'est surtout de préparer les éléments de preuve, parce qu'on ne sait pas a priori quels sont précisément les éléments de preuve qui vont être demandés. Autant le plan d'audit est partagé, on sait quels sont les critères qui vont être analysés, autant
c'est quoi l'élément de preuve qui va être demandé. Et parfois, on a une bonne surprise en se disant « Ah, mais je pensais que ce serait plus compliqué à prouver. » Et finalement, quand on fait bien notre métier aussi, je dois dire que ce n'est pas très compliqué. Mais globalement, je trouve que préparer l'ensemble des éléments de preuve, c'est le plus difficile. Et d'être en capacité d'anticiper ces éléments de preuve à préparer de façon complète. Voilà. Pour moi, ça a été l'exercice le plus difficile. Comme on était encore une fois dans une continuité d'action, je dirais qu'on avait quand même constitué pas mal de choses préalablement. Ouais, et puis en fait, comme le temps est quand même relativement réduit, une journée pour un organisme comme le tien, c'est quand même c'est assez réduit. Ça passe vite. Et que plus tu as d'éléments de preuve à disposition de manière très structurée, etc., ça permet de gagner du temps. Et c'est là où l'équipe joue son rôle, et c'est où notre équipe a joué son rôle en direct. C'est-à-dire que ça a été du direct live par moment, en disant tiens, on a besoin de tel élément, et on est allé chercher tel élément, et il a été présenté à l'auditrice à ce moment-là. Et donc là, il ne faut pas rester seul et se sentir seul. Au contraire, il faut être vraiment entouré de son équipe, mais bien préparer son équipe à ce qu'on va attendre d'eux le jour J. Parce que l'élément de preuve, on ne l'apporte pas le lendemain ou le surlendemain. C'est au moment même. Alors, c'est peut-être une autre difficulté, c'est d'être sur du live. C'est vraiment ça se passe en direct. Du direct. Et là, il ne faut pas perdre ses moyens, évidemment, et penser à avoir du ressort à bon escient pour amener les éléments. Alors, petite précision par rapport aux éléments de preuve, il y a eu une incompréhension sur les webinaires précédents. Nous avions en fait indiqué qu'il n'y avait pas de photocopie des éléments en fait qui n'étaient pas les éléments originaux. En fait, c'est l'auditeur qui ne peut pas partir avec des éléments en termes de photocopie ou d'éléments originaux de chez vous. Mais vous pouvez effectivement faire des photocopies de tous les éléments de preuve que vous pouvez avoir avec un classeur de manière à ce que vous puissiez apporter la preuve effectivement que ça existe bien. Voilà, généralement, l'auditeur, dis-moi, concernant mon audit, l'auditeur, après le tour de table matinal, par échantillonnage, a pris 4 ou 5 dossiers, et c'est à partir de ces dossiers qu'il a mené toute sa journée, et c'est à nous justement d'apporter les éléments de preuve, d'où, comme j'évoque, si on a eu une bonne préparation en amont, le jour J, on sort nos éléments de preuve, il peut nous demander un petit complément, et là, comme on est dans les locaux, c'est pas très dur à les retrouver, mais si on a bien anticipé, bien préparé les éléments de preuve par indicateur, normalement, ça ne porte pas de difficulté. Ouais, ça peut être du papier, du PDF, je réponds à une le question, site internet, voilà. votre document, un classeur de formateur, si c'est un kit formateur. Voilà, pour répondre. On va dire tous les moyens sont bons à partir du moment où c'est vraiment un apport de preuve. Voilà, que c'est tracé et qu'on montre bien que c'est tracé. Exactement. Et que ça répond en fait sur les dossiers en question. Exactement. Voilà. Ok, très bien ça. Est-ce que j'en ai fait le tour de ça? Oui, je pense, absolument. Maintenant, ce qu'on avait... alors, comment se passent les non-conformités? Alors, on a commencé à en parler là, tout à l'heure. Vous avez deux grandes... deux familles de non-conformités, les non-conformités mineures et les non-conformités majeures. Alors, Joël, toi, tu as vécu quoi en non-conformité? Donc, je n'ai pas eu de non-conformité. Je vais laisser Alexandre traiter. Bravo. Merci. J'apporterai peut-être un petit complément, mais n'ayant pas eu de conformité. Toute petite précision, là, vous avez en fait sur le slide des précisions de ce qu'est une non-conformité mineure ou majeure, et c'est identifié dans le guide de lecture, donc c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Et puis, sur le côté droit du slide, vous avez en fait comment se traitent les non-conformités mineures. Non-conformité mineure, vous devez simplement présenter un plan d'action pour pouvoir la corriger, et en fait, ce sera vérifié qu'au moment de l'audit de surveillance, qui doit se passer entre le 14e et le 22e mois. Sauf si vous avez sauf si vous avez atteint 5 non-conformités mineures, puisque ça devient une majeure. Et donc, le traitement des majeures, tu peux peut-être nous en parler, puisque tu l'as vécu. Alors, nous, c'était peut-être pas une majeure. Non, c'est pas une majeure. C'était une mineure. On ne vit pas dans un monde parfait, mais presque. Presque parfait. Alors, un point important en préalable, c'est que les non-conformités sont déjà détaillées, tu le disais, dans le guide de lecture. C'est que critère par critère, on sait à quoi s'attendre
en termes de non-conformité si on s'expose à une mineure ou à une majeure. Donc, ça va être très cadrant aussi pour le travail de préparation, de savoir vers quoi on doit aller et comment on doit porter nos efforts de préparation et de préparation d'éléments de preuve. Ceci étant dit, alors nous, dans l'audit, les choses ont été dites au fur et à mesure. C'est critère par critère. On savait, à mesure qu'on avançait, si on était dans les clous ou si on n'était pas dans les clous. Ce qui nous est arrivé très simplement, c'est une non-conformité mineure pour un défaut d'information concernant le versionning de notre offre et concernant les moyens mis à disposition pour accompagner des publics frappés de handicap et qui souhaiteraient bénéficier de nos dispositifs de formation. Donc, on a des réponses pour cela, mais elles étaient partielles. Donc, on doit retravailler ce sujet-là pour être en capacité d'apporter une réponse. Ça ne veut pas dire que tous nos dispositifs de formation doivent être compatibles avec la situation de personnes frappées de handicap, mais que simplement, Qualys Formation doit être en mesure d'avoir préparé et donc d'apporter la réponse, le cas échéant. Ça veut dire ça. Donc, c'est la non-conformité mineure qui a été soulevée. Bon, on a déjà dressé notre plan d'action. Je l'ai partagé, évidemment, en réponse à la synthèse à l'auditeur. Et donc ça se passe dans les 30 jours suivant l'audit. Et donc, on a répondu. Notre plan d'action a été validé. On a maintenant, il nous reste 5 mois pour le mettre en œuvre. Et ce sera vérifié lors de l'audit de surveillance. D'accord. Donc, ce que je dirais simplement, si vous êtes face à une non-conformité, qu'elle soit mineure ou majeure, voilà, restez bien focus sur le sujet en étant bien à l'écoute de ce que dit l'auditeur. C'est important pour bien comprendre le point qui est soulevé, de l'analyser, d'essayer de garder la tête froide et déjà de vous projeter dans la résolution de la non-conformité et surtout de ne pas rentrer dans une opposition ou dans un débat contradictoire. De toute façon, il n'y a pas de débat. Donc, l'idée, c'est vraiment de mobiliser ces énergies à ce moment-là pour être dans l'écoute, la compréhension, l'analyse et tout de suite dans l'action derrière. Et petit conseil, faites-le de suite. À partir du moment où vous recevez le rapport avec l'analyse, c'est frais. Faites-le de suite et derrière, on enclenche les mesures correctives et on passe à autre chose. Alors, j'ai une question auquel je pense à la réponse, mais je vais vous la poser. Il y a quelqu'un qui nous propose de faire un échantillonnage client pour présenter à l'auditeur et pour dire, voilà, ça c'est un échantillonnage représentatif de mon activité et je vous demande en fait de travailler sur ce sujet, enfin je vous propose de travailler sur ce sujet-là. Vous n'avez pas pu faire comme ça? Non. Du moins, moi, c'est à l'issue, donc, comme on l'a parlé, de l'ouverture où on a présenté les différentes personnes. Moi, en tant que dirigeant, j'ai présenté mon OF. Par des questions ouvertes, l'auditeur m'a posé quelques questions et à l'issue de la présentation, il me l'a demandé, il a tiré 4 dossiers en fonction de ma présentation. On m'a pris un dossier en formation professionnelle sur ma plus forte activité. D'accord. Représentatif de mon activité. On m'a demandé si j'avais des formations certifiantes par rapport à l'indicateur 3 et 7 dont j'ai eu une question tout à l'heure. Donc, comme j'ai évoqué que j'avais quelques cursus qualifiants, il m'a demandé un cursus qualifiant. Et en troisième, comme j'ai également des formations distancielles, on m'a demandé une formation distancielle. C'est lui qui a choisi par échantillonnage. D'accord. Voilà, après, c'est lui qui a fait l'échantillonnage, en fait. C'est lui qui a fait l'échantillonnage. Alors, ce que j'ai compris, parce que je discute beaucoup avec les auditeurs, on ne va pas prendre une action qui représente 0,01% de vos activités. Si c'est une action, voilà, on va plutôt prendre des actions qui sont significatives. Mais après, c'est l'auditeur qui décide en fait l'action à prendre. Voilà. Alors, pour l'échantillonnage, me concernant également, comme j'étais relativement tôt, on prend un dossier, bien sûr, finançable, parce que c'est le principe des 12 derniers mois, terminé des 12 derniers mois, étant audité au mois d'octobre, la réglementation étant sortie au mois de juin, j'ai demandé de prendre un dossier à partir du 1er août jusqu'au mois d'octobre. Là, je pense également pour certains qui travaillent encore actuellement, je pense que si vous avez des dossiers qui sont en cours avec vos processus,
Il n'ira pas lors de la réunion d'ouverture. Vous pouvez expliquer qu'on ne prend pas sur les 12 derniers mois, mais que votre système qualité est opérationnel depuis 3, 4 ou 5 mois. On peut faire ça, alors. Voilà. D'accord, ok, très bien. L'auditeur est compréhensif et on sait que tout le monde n'est pas prêt à ce jour. Il ne faut pas que ce soit 15 jours. Je pense, 3-4 mois. Suffisamment. C'est significatif. Significatif et 3 ou 4 mois minimum, je pense. Ok, très bien. Alors, une autre question, là, il y a beaucoup de… Alors, notre organisme de formation continue est déjà certifié Calliope sur les 28 critères et nous ouvrons une branche CFA cette année. Quelle est la procédure pour faire la certification de cette nouvelle branche et quelle sera-t-elle sur les 32 indicateurs ou tout simplement sur les 4 critères, indicateurs supplémentaires? C'est une bonne question. Question pour Christophe. C'est une bonne question. Pour moi, il y a extension et critères, et CFA. Donc, je pense qu'il faut… on y répondra après consultation de notre directrice qualité. Voilà. Donc ça, je vais la noter et puis comme ça nous permettra de vous assurer en fait cette réponse. On aura cette… Ok, très bien. Si tu en as d'autres, c'est comme ça, tu me redis. Hein. Merci. On a Benjamin qui… Il y a Benjamin, vous ne le voyez pas, mais il est sympa et il nous assiste beaucoup et c'est bien. Bravo, merci. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Parce que là, il nous reste maintenant 12 minutes. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir sur la démarche aujourd'hui? Maintenant, alors, toi, c'était il y a maintenant 4 mois, 3-4 mois. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, en fait, tu retiens par rapport à la démarche Calliope? Alors, la démarche Calliope a permis de fédérer les équipes, de modifier légèrement nos processus. Je ne dis pas que c'est une charge de travail complémentaire, c'est travailler différemment pour éviter que certaines choses se reproduisent. C'est-à-dire que bien faire du premier coup, c'est plus facile aujourd'hui que dans le passé. Donc, il ne faut pas non plus voir la qualité comme un système où il faut une personne en complément. Je n'ai pas augmenté mon personnel administratif en mettant Calliope. Ça nous a pris un peu de temps, mais aujourd'hui, c'est un investissement. Mais grâce à cet investissement, on gagne du temps aujourd'hui. Voilà, on commence à voir le retour, bien faire du premier coup. C'est plus simple aujourd'hui que dans le passé. D'accord. Okay. Ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens qui n'ont pas vécu de démarche qualité dans les organismes de formation, dans l'activité formation, se disent ça va être un boulot de fou, etc. Alors effectivement, au départ, c'est un gros travail, c'est ce que je comprends. Par contre, derrière, c'est un investissement et tu gagnes à la fois en temps, en visibilité, je suppose. Vis-à-vis tes clients aussi, certainement. Enfin, le rendu. On est dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que tu gagnes en crédibilité, en légitimité. Entre l'effort qu'on a fourni en 2010 pour préparer notre qualification que l'on a eu en 2011, ça a été pour moi un travail énorme comparé à ce qu'on a fait après, parce qu'il y avait une vraie marche à monter. Après, on est dans cette logique qualité, qui est un processus d'amélioration continue, et quand on a acquis cette logique de fonctionnement, ça devient un geste naturel. Et ce geste naturel, on l'entretient, évidemment, mais il faut continuer à l'entretenir. On a été rattrapé par la réglementation, puisque c'est devenu obligatoire, mais je pense qu'on fait partie des gens qui avaient déjà embarqué la qualité à bord de leur processus bien en amont et bien avant. Donc, si je reviens sur Calliope, la démarche Calliope, pour moi, c'est d'abord un bénéfice client, parce que ça, on le retrouve à la sortie. Pour en avoir parlé avec certains de nos clients depuis le 29 janvier. Un témoignage à faire là, sur cela, c'est extraordinaire ce que tu m'as expliqué. Effectivement, c'est un témoignage assez croustillant parce que du coup, pour partager notre expérience et notre aventure avec certains de nos clients, et avec un client en particulier qui a en son sein un organisme de formation et qui certainement sera Calliope dans quelques temps, eh bien, ça a été un partage d'expérience. Et donc, du coup, on a vraiment eu cet échange d'égal à égal et un échange très constructif sur la démarche qu'on venait de vivre et l'aventure qu'on venait de vivre avec Calliope. Donc, j'ai eu une écoute, une oreille de la part de ce client assez particulière et je dois dire que c'est reconnaissant. Après, sur le thème de la reconnaissance, Calliope, c'est une reconnaissance pour les équipes qui s'investissent et qui travaillent au quotidien pour amener ce niveau de qualité, le formalisme, la construction des dossiers, toute la méthode de travail de A à Z. Voilà, donc c'est beaucoup de reconnaissance pour les équipes, donc bravo aux équipes. Et c'est évidemment. T'as fêté ça, j'espère. Bah oui, on l'a fait évidemment, et donc c'est très positif, très sympa pour tout le monde.
Donc, on est dans une dynamique très, très stimulante. Et puis en plus, c'est bien. quelque chose qui vient de l'extérieur. Oui. Donc, personne n'a pu influencer sur le jugement, etc., puisque c'est vraiment l'auditeur est complètement indépendant. Et donc là, il y a vraiment le couperet qui tombe dans le bon sens. Donc, c'est vrai que ça doit être très valorisant, je pense. Ouais. Donc, très valorisant pour les équipes. Pour revenir également, donc, on en profite pour optimiser les organisations, l'organisation notamment administrative, etc. Ouais. Donc, systématiser les évaluations à froid, par exemple, systématiser également au niveau des remontées clients, etc., les processus à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, grâce au numérique, à la numérisation de l'organisation, on met en place un process et on ne perd pas de temps. Au contraire, on gagne du temps aujourd'hui grâce à Calliope. Alors mon petit doigt me dit, quand j'écoute mes anciens collègues, souvent en fait, Calliope est aussi un très bon moyen pour faire passer des messages qui parfois en fait étaient un peu difficiles à faire passer ou des exigences à faire passer, mais dans la mesure où aujourd'hui en fait c'est une démarche qui est nécessaire, obligatoire, sur laquelle on doit apporter des preuves, il y a des personnes en fait au sein de l'entreprise ou à l'extérieur qui peuvent être des sous-traitants, des formateurs indépendants, des personnes comme ça, peuvent très bien pendant un certain temps faire un peu de la résistance sur des évolutions et qui là en fait on est dans l'obligation d'apporter la preuve. Donc, ça permet aussi de faire évoluer les choses et de faire passer un palier intéressant, je crois. Et ça vous simplifie et la relation. Et oui, ça vous simplifie la relation avec vos sous-traitants. Un sous-traitant qui est Calliope, vous n'avez plus à lui redemander tout ce que vous lui demandez avant avec sa charte, etc. Il est Calliope, il vous donne son certificat. Et voilà. Comme tu viens de l'expliquer, Alexandre, après, c'est de la relation. Donc, même vis-à-vis de la sous-traitance ou des indépendants, parce qu'il y a quelques indépendants qui font la démarche Calliope, c'est rassurant pour nous aussi. Tout à fait. Alors, qu'on soit bien d'accord, parce que j'anticipe un peu les questions qu'on va avoir en off. Il n'y a pas une obligation, quand on est sous-traitant, d'avoir une démarche Calliope si on travaille avec un organisme Calliope. Hein. Non, il n'y a pas de transitivité. Il n'y a pas d'obligation. Donc, tu as des indépendants qui ne sont pas Calliope. J'imagine. Oui, mais pour l'OF, c'est rassurant qu'il fasse cette démarche Calliope. Par contre, donc là, on est sur l'indicateur 27 de mémoire. Si le sous-traitant n'est pas Calliope, c'est à vous d'apporter la preuve, parce que si dans l'échantillonnage, c'est le dossier de ce prestataire qui sort, c'est à vous, en tant qu'avec contracté avec votre client, d'apporter la preuve que votre sous-traitant respecte le dispositif qualité, les différents indicateurs et les différents critères. Très bien, très bien. Merci pour ces précisions. Après, on avait en fait d'autres éléments que l'on fait apparaître sur ce qui apparaît là. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est un élément différenciant. Demain, ça le sera beaucoup moins, puisque tout le monde sera en fait Calliope. Donc, l'élément différenciant, c'est ce que tu as anticipé, toi, Alexandre, c'est certifié pro. C'est certifié pro, c'est l'exigence qualité. Enfin, quelque part, je pense que ce qui est important, c'est ce geste naturel à entretenir et de rentrer dans ce cercle vertueux. Et le bénéfice, il est là. Et je pense qu'on n'a pas fini, de toute façon, de vivre des changements, des transformations, des évolutions. On ne va pas s'arrêter aux 27 critères qui existent aujourd'hui. On continuera à rentrer dans cette démarche de progrès parce que c'est une véritable démarche de progrès que l'on réalise. Et donc, moi, quelque part, ce que j'en ai tiré, c'est une prise de conscience parce que les choses sont actées, les choses sont marquées, elles sont tracées, elles sont montrées, on a des éléments de preuve. Et donc, il y a une vraie prise de conscience de la qualité du travail qui est fourni, qui est délivré, de la manière dont c'est délivré, et par rapport à une exigence aussi de notre environnement métier qui ne va que croissant. Et donc, quand je parlais de cercle vertueux, c'est qu'en fait, ça continue à nous différencier en termes de qualité et donc à aller de l'avant de cette façon-là. Calliope. Pardon. Pour moi, Calliope, c'est le passage obligatoire pour les financements. L'étape que tu as passée, toi, c'est la reconnaissance du professionnalisme dans tes différentes activités. Donc, c'est l'étape complémentaire. Et c'est vrai, dans une suite d'amélioration continue, c'est l'étape suivante, on va dire. Non obligatoire pour le moment, mais ça me paraît être l'étape vis-à-vis des équipes à très court terme. Et dans le fond, c'est une manière de donner du sens à ce que l'on fait. Et comme tu disais, Christophe, tout à l'heure, quelque part, un des leviers de Calliope, c'est justement de pouvoir exiger plus de qualité, de pouvoir ancrer des comportements ou des réflexes différents. Et ça devient un geste naturel. Donc, c'est
en fait, dans cette prise de conscience que l'on travaille et qui est intéressant. Donc après, c'est tout bénéfice. Vu de l'extérieur, en tous les cas, ça anime à la fois de la curiosité, aussi, on a des congratulations de nos clients, de l'intérêt, puis ce partage d'expérience que l'on peut vivre, et aussi entre pairs, je dois dire, c'est appréciable. Tout à fait. On appartient à une communauté, Calliope. Oui. Hein, et aussi parce qu'on a une responsabilité en tant que patron d'organismes de formation. Et nos organismes de formation ont une responsabilité vis-à-vis de toutes les femmes et les hommes qui montent en compétences grâce à nos actions. Et on sait que les enjeux, notamment d'employabilité, sont forts aujourd'hui. En tous les cas, dans le secteur de la finance, c'est le cas. Et je dois dire qu'on prend notre métier avec beaucoup de sérieux et de sens de responsabilité. Parfait. Écoutez, il est pratiquement 58, je crois, 57. Il nous reste 3 minutes. Donc, alors déjà, je vous remercie vraiment très sincèrement de vos témoignages, de cette ouverture, parce que je pense et j'espère que ça a pu éclairer un certain nombre de nos clients, on va dire, et puis des personnes qui nous ont sollicités. Sachez qu'en fait, on a un webinar qui est enregistré, évidemment. Donc, on va pouvoir vous envoyer à tous les participants le lien pour revoir en fait ce webinar. Vous pourrez évidemment, si vous le voulez, le partager avec vos équipes. Ça peut être aussi un bon moyen, je dirais, de les préparer, de leur permettre en fait de comprendre un peu comment ça se passe. Je voulais aussi vous dire que nous aurons d'autres webinaires qui, pour les prochains, seront axés sur les entreprises multisites. Donc, en fait, il y avait une question tout à l'heure au niveau justement des multisites. Et alors, la question qui est pour le calcul du nombre de sites à auditer, en fait, je crois que c'est une demi-journée par site, sachant que, alors, c'est pas par site, vous prenez le nombre de sites, en plus du siège social, racine carrée de ce nombre de sites, et vous l'arrondissez au moyen le plus proche, à l'entier le plus proche, pardon. Ce qui vous donne en fait le nombre de demi-journées supplémentaires par rapport à votre audit. Mais ça, en fait, l'ISQ, lorsque vous posez la question à l'ISQ, et la réponse qu'on en fait par rapport au devis, en fait, on le calcule nous-mêmes. Donc ça, c'est pas gênant. Par contre, il y a des spécificités effectivement qui sont liées parfois au niveau des sites, puisqu'en fait, on ne va pas auditer l'ensemble des sites, mais certains. Et donc, évidemment, comment se passe le choix, comment se préparer justement à un audit, ce sont des points importants. Donc, ce sera notre prochain webinaire qui sera en fait fin mars. Voilà, écoutez, je vous remercie très sincèrement. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, Joël, Alexandre ? Lancez-vous dans l'aventure, allez-y. Non, ça fait partie aussi de notre métier, de notre responsabilité, je disais. Donc, il ne faut pas hésiter, préparez-le, mais allez-y, franchement. Une bonne préparation et il n'y aura pas de problème le jour J. Ok, écoutez, merci de ce point. Et puis merci aussi à Benjamin. On va le montrer, Benjamin, parce qu'il était là. Et donc, voilà. Et à bientôt sur l'ISQ. Au revoir.